Les dernières élections présidentielles sud-coréennes en date ont eu lieu le mois dernier, le 9 mars 2022. Le nouveau président prendra ses fonctions le 10 mai. Cérémonie à laquelle nous venons d'apprendre ne seront pas invités le groupe de K-pop BTS. Vous nous envoyez désolé. Une tradition historique de la Corée du Sud a été brisée pour la première fois. L'alternance entre conservateurs et progressistes tous les 10 ans. Or, la jeune démocratie sud-coréenne voit les conservateurs de retour au pouvoir après seulement 5 ans et leur candidat très singulier. Il s'appelle Yoon Suk-yeol et il est passé du poste de procureur général nommé par le président sortant à celui de chef de l'opposition, puis président. C'est le président sortant, Moon Jae-in, qui l'avait nommé procureur général. On pourrait croire à une sorte de Tukwoke Mifili. Oui, sauf que la constitution sud-coréenne ne prévoit pas de second mandat. Lorsqu'il était procureur général, Yoon Suk-yeol était réputé pour sa lutte impitoyable contre la corruption. Il a notamment été l'artisan de l'arrestation et de la condamnation de 2 anciens présidents sud-coréens, les conservateurs Lee Myung-bak et Park Geun-hye, tous 2 accusés de corruption et de trafic d'influence. Mais c'est pas son sens moral qui lui a valu la victoire aux élections présidentielles. En plus, il avait de bonnes raisons d'avoir de la rancune contre les précédentes administrations. Il avait fait l'objet de campagnes de diffamation orchestrées par les services de renseignement sud-coréens durant sa première campagne en 2012. Bref, en 2017, il remporte la victoire par une marge très étroite, 48,56% des voix contre 47,83% pour son adversaire progressiste. Moins d'1 point d'écart, moins de 250 000 voix. Alors comment expliquer que Moon Jae-in a perdu la confiance de l'électorat et qu'est-ce que ça implique pour l'avenir de la péninsule sud-coréenne ? L'héritage de Moon. Moon Jae-in avait présenté sa candidature aux élections de 2017 avec une série de promesses de campagne très ambitieuses. Moon disposait uniquement de 5 ans pour tenir parole, un chantier titanesque. Moon avait promis de procéder à une refonte totale de la société, de l'économie et du système politique. Parmi ses objectifs prioritaires, il souhaitait mettre fin aux liens étroits entre la classe dirigeante et les chaebol, les grands conglomérats sud-coréens. Il avait aussi promis de déménager la Maison Bleue, les locaux présidentiels, hors de Séoul, de mettre fin à l'énergie nucléaire civile et surtout de résoudre la crise des logements à Séoul et de faire aboutir un accord de paix avec la Corée du Nord. Mais il a eu les yeux plus gros que le ventre. Ou alors, un ego surdimensionné. En tout cas, la crise du coronavirus à elle seule ne suffit pas à expliquer son échec et à le disculper. 5 ans plus tard, aucun de ses objectifs majeurs n'a été atteint. Étonnamment, le nouveau président a lui aussi promis de déménager les locaux présidentiels, ce que le parti de l'ex-président Moon ne manque pas de critiquer ouvertement. Yoon et Moon s'affrontent sur le déménagement du bureau présidentiel. Les législateurs du Parti démocrate ont questionné cette précipitation. Certains laissent entendre que Yoon pourrait avoir des raisons non avouées de ne pas vouloir emménager dans la Maison Bleue, comme le Feng Shui. Bon, cette partie-là est cocasse, voire carrément amusante. Car même si le Feng Shui de la Maison Bleue en fait le lieu le plus favorable à la gestion des affaires sud-coréennes, il faut savoir que la quasi-totalité des présidents depuis la fondation de la République en 48 ont mal fini. Exil, coup d'état, suicide, condamnation à mort, certes, commué, à perpétuité, certes, gracié, ou à des lourdes peines de prison pour corruption. La suite est encore moins drôle. Le thème de l'énergie, notamment de la sortie du nucléaire civil, était un élément central de la campagne de Moon. Juin 2017. Nous mettrons fin au modèle de production d'électricité axé sur le nucléaire et ouvrirons la voie à une ère sans nucléaire. Nous arrêterons la construction de nouvelles centrales nucléaires et ne prolongerons pas la durée de vie des centrales nucléaires actuelles. Sauf que, avec la flambée des prix du gaz naturel, du pétrole et du charbon, Moon a fait volte-face et a tout misé sur le nucléaire. Le ministre sud-coréen du commerce et de l'énergie, en visite à la centrale nucléaire de Hanul dans la région de Gangwon, a appelé à l'achèvement rapide des réacteurs nucléaires en construction, ce qui suggère un assouplissement de la politique de sortie du nucléaire face à une flambée des prix du carburant. Bon, au moins, Moon a eu le mérite de remettre sa stratégie énergétique en question, et on peut ajouter à son bilan sa position conciliante envers la Corée du Nord. Sous son mandat, Séoul et Pyongyang ont vécu une période de relative stabilité, du moins la plus importante depuis la Sunshine Policy de la fin des années 90. Mais au final, on compte 3 sommets avec Kim Jong-un et 2 de plus avec la participation de Donald Trump et dans lesquels Moon a joué un rôle de médiation. Ils n'auront toutefois pas suffi à désamorcer la rivalité dangereuse entre les 2 États dont l'un s'est doté de l'arme nucléaire.
Durant la présidence de Moon Jae-in, la Corée du Nord a persisté dans la provocation en lançant des dizaines de missiles tout en insultant les autorités de son voisin du Sud dans ses médias d'État. Pyongyang a même réussi à développer la bombe atomique à hydrogène bien plus puissante que la bombe A traditionnelle. Mais ces essais nucléaires ont été stoppés net dans leur élan. On ignore toutefois quelles sont les raisons exactes de cette accalmie. S'agit-il de relâcher un peu la pression? En était-il déjà à la phase suivante de leur programme d'armement nucléaire? Qui sait? Mais ça n'a pas empêché l'armée populaire de Corée de tirer des missiles balistiques jusqu'à dans la zone économique exclusive japonaise. L'un des moments marquants des relations Nord-Sud durant le mandat de Moon fut la destruction par explosif du bureau de liaison intercoréen de Kaesong, un symbole du dialogue entre les deux Corées. Depuis, les relations diplomatiques entre les deux Corées sont quasiment inexistantes. Donc malgré sa bonne volonté, Moon n'a pas été en mesure non plus de remplir sa promesse et de mettre fin à l'état de guerre qui subsiste entre les deux Corées. Une guerre qui a débuté en 50 et qui s'est soldée par un simple armistice, un cessez-le-feu en 53. Donc techniquement, les deux pays sont toujours en guerre. Pour conclure cette liste des échecs de l'administration Moon, parlons de la crise du logement. Une Sud-Coréenne qui veut acheter un appartement de 82 mètres carrés à Séoul doit aujourd'hui débourser plus de 970 000 $. 5 ans plus tôt, ce même appartement lui aurait coûté environ 590 000 $, soit une augmentation de 64% en seulement 5 ans. Quand on vous dit que la pierre est l'un des meilleurs investissements, ce qui donne lieu à des articles comme celui-ci. Moon admet l'échec de sa politique du logement. Vous pouvez imaginer la déception de son électorat, surtout des plus jeunes, les primo-acquéreurs, les premiers concernés. À l'époque, il était pourtant comparé à Obama, alors qu'il était publiquement opposé à l'homosexualité, et non pas uniquement le mariage gay. Il désapprouvait l'incorporation même d'homosexuels dans l'armée sud-coréenne, pourtant obligatoire pour la jeunesse. Voilà donc toutes les raisons qui ont poussé les Sud-Coréens à se détourner de leur président. L'ère Yoon, sa vision, son projet. La courte victoire de Yoon Suk-yeol déstabilise la politique intérieure et extérieure sud-coréenne. Yoon Suk-yeol s'est ouvertement vanté d'être antiféministe. Il est aussi un adepte de l'église protestante Yeoudo Full Gospel, une congrégation religieuse de quelques 800 000 membres, une des plus conservatrices de la Corée du Sud. Évidemment, elle est aussi très active contre l'attribution de droits pour l'égalité aux membres de la communauté LGBT. Pour ce qui est du volet économique, Yoon est un aficionado des théories ultralibérales de Mises et Friedman, qui ont pourtant cessé d'être des références au FMI et à la Banque mondiale. En gros, il soutient la déréglementation des marchés et la baisse des impôts sur l'activité économique. Alors maintenant que l'on en sait un peu plus sur ses orientations sociétales et économiques, qu'est-ce qui le distingue de son prédécesseur et que fera-t-il pour éviter le même sort? Déjà, il s'est prononcé très tôt en faveur du nucléaire civil. Bien que le gouvernement précédent avait annulé la construction de plusieurs réacteurs, Yoon estime quant à lui que le nucléaire est le meilleur moyen d'obtenir une électricité propre, abondante et bon marché. Ensuite, en matière de logement, Yoon s'est engagé à promouvoir des partenariats publics-privés pour la construction d'environ 2 500 000 logements sur l'ensemble du territoire au cours de son quinquennat, dont 1 300 000 rien qu'à Séoul. Voici du côté de l'offre. Sur le plan fiscal, Yoon a promis qu'il fera exactement le contraire de son prédécesseur. Il assouplira les restrictions sur les prêts hypothécaires et réduira l'impôt sur les plus-values. Il est même allé jusqu'à proposer une révision du système de taxes foncières pour les propriétaires de plusieurs biens immobiliers afin de les pousser à baisser les loyers. Évidemment, il a fait mouche sur ce sujet, c'est l'une des principales préoccupations de la société sud-coréenne. Selon la Confédération coréenne des syndicats, il faudrait un siècle à un Sud-Coréen âgé de 20 ans issu de la classe moyenne pour acquérir à lui seul un appartement standard à Séoul. Un siècle. Selon un sondage réalisé par The Herald Business et le Korea Society Opinion Institute, un électeur sur 4 pense que le plus grand défi du nouveau président, c'est la crise du logement. Quand on met sur un pied d'égalité une crise du logement et un risque de guerre thermonucléaire et d'annihilation totale d'une nation, c'est soit que le risque de guerre n'est pas si élevé, soit que la crise du logement est mais alors très grave. Et c'est pas fini. Côté politique étrangère, la Corée du Sud doit composer avec la dictature nord-coréenne et faire le funambule entre la Chine, le Japon et les États-Unis. Or, tout indique que Yoon mettra l'accent sur sa proximité avec les États-Unis et le Japon, ce qui risque de créer quelques tensions avec la Chine populaire. Alors pourquoi on le pense? Déjà, le nouveau président propose de déployer sur son territoire encore plus de batteries antimissiles THAAD, des systèmes de défense états-uniens qui avaient déjà valu à la Corée du Sud un boycott commercial et touristique de la part de la Chine. Je vous en avais déjà parlé en long, en large et en travers dans la vidéo sur la diplomatie chinoise
du loup guerrier. Donc voilà ce que Yoon en pense. Je reconstruirai l'alliance République de Corée-États-Unis et je renforcerai l'alliance stratégique intégrale, tout en partageant les valeurs fondamentales de la démocratie libérale, d'une économie de marché et des droits de l'homme. Je développerai des relations bilatérales fondées sur le respect mutuel entre la Corée et la Chine et je développerai une relation Corée-Japon axée sur le futur. Alors quid de Pyongyang? Comment a réagi le régime totalitaire de Kim Jong-un? Comme tous les présidents conservateurs, Yoon est favorable à un retour à la ligne dure avec Pyongyang. Il est même favorable au déploiement d'armes stratégiques. On parle plus du THAAD, mais d'armes nucléaires appartenant aux États-Unis afin de renforcer la dissuasion à l'égard du voisin nord-coréen. Mais il déclare aussi rester ouvert au dialogue et à la poursuite des pourparlers de paix. On a compris, c'est surtout du vent. On peut donc s'attendre à ce que les relations entre les Corées ne s'améliorent pas durant le mandat de Yoon, d'autant qu'il est particulièrement difficile de comprendre ce que veut réellement Kim Jong-un. Enfin, d'un point de vue économique, Yoon a annoncé qu'il compterait mener une lutte acharnée contre l'inflation, mais aussi réduire le poids de la bureaucratie dans l'économie en supprimant jusqu'à 80 réglementations pour les entreprises. Il pense ainsi rendre le marché du travail plus flexible, par exemple en permettant aux travailleurs davantage d'heures supplémentaires qui ont été plafonnées durant la présidence de Moon. Or, rappelons-le, la culture du travail en Corée du Sud est particulièrement éprouvante, avec un nombre d'heures sup très élevé, les vacances et la vie familiale sacrifiées sur l'autel de la productivité. On peut donc craindre à juste titre une précarisation de l'emploi à tous les niveaux, même pour les cadres. D'un point de vue des industries stratégiques, en particulier les semi-conducteurs, Yoon a aussi promis de faciliter le rattrapage de son retard au chaebol Samsung Electronics sur son rival taïwanais TSMC. À vous de nous dire si vous pensez que cette nouvelle orientation permettra à la Corée du Sud de régler sa crise du logement et de sa politique de défense. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à parler de nous à votre entourage. De notre côté, on s'engage à vous fournir régulièrement du contenu de qualité sur des sujets diversifiés et parfois pas assez mis en avant. 감사합니다.